Alors j'aimerais qu'on aborde aujourd'hui donc un nouveau thème, la réalité vibratoire face au dogme psychologique. Alors comme à l'accoutumée, tout d'abord une partie un peu définition. Donc définition de ce qu'on appelle un dogme. Donc selon le Larousse, c'est un point de doctrine établi ou regardé comme une vérité fondamentale, incontestable dans une religion ou une école philosophique. Vraiment un dogme, c'est quelque chose d'intouchable. Vu qu'on parle de religion, un côté un peu sacré, et philosophique comme quelque chose d'absolu et de convenu par tous les experts et par tous les tenants de ce dogme-là. En tant que citation, je trouve une citation assez intéressante de Victor Hugo. Il disait « Toutes les religions sont fausses par la surface, qui est le dogme, et vraies par le fond, qui est Dieu. » Donc là, c'est assez intéressant. Il oppose la forme avec le fond. Ça te fait écho, effectivement, à ce qu'on voit aussi. C'est-à-dire, voilà, il y a des gens qui vont s'attacher à la forme, on va plus s'intéresser à ce qui est réel. Et vu qu'on parlait de religion, il y a ceux qui vont s'intéresser à la lettre et d'autres qui vont s'intéresser à l'esprit. Quand j'ai regardé de ce qui se passait dans la Genèse du réel avec Bernard de Montréal, c'était intéressant parce que malgré l'immensité du livre, le mot dogme apparaît uniquement une seule fois dans cette phrase-là, et c'est pour décrire, il parlait un peu de l'astral, donc je cite, celui-ci, donc l'astral, pendant des millénaires d'évolution régressive, a fourni au pouvoir temporel et spirituel les voiles nécessaires à l'englobement de l'homme dans une ignorance parfaite, malgré l'existence de ces sciences dites objectives et de ces religions fondées sur les dogmes de la vérité. Donc voilà, ce qu'il a voulu mettre en exergue ici, c'est que même aujourd'hui, les gens qui disent voilà, la vérité c'est ça, il y a une approche dogmatique qui est liée à l'astral, qui est liée à cette science dite objective, mais qui est parasitée par une approche psychologique. Et c'est vrai que les dogmes, particulièrement dans le XXe siècle, les dogmes, les idéologies, enfin tout ce qui est autour de la forme, c'est ce qui a vraiment marqué l'histoire. On pense effectivement aux grands courants de pensée, le socialisme, le communisme, le capitalisme. Les hommes se sont affrontés, donc premièrement à coup d'arguments intellectuels, mais militairement jusqu'à l'anéantissement, pour des dogmes qui font aussi écho à des croyances. Et la première question que je voulais vous poser, c'est quelle est un peu l'approche multidimensionnelle, quelle est l'approche vibratoire face à cette obsession qu'ont eu les hommes avec les dogmes. Okay. Comme Victor Hugo disait très bien d'ailleurs, mais il n'a pas été assez loin, il faut aller un peu plus loin que ça. Derrière les religions, il y a une réalité, il y a la réalité systémique. C'est ça que l'homme a toujours perçu intuitivement. De là, la puissance des dogmes. Parce que l'être humain le perçoit intuitivement, tout ça, cette réalité-là. Mais il ne peut pas accepter l'absence d'entité. Comme Dieu, comme... voilà. Il doit absolument anthropomorphiser. Il ne peut pas s'imaginer autre chose que l'anthropomorphisation. Voyez-vous? De la force ou de la puissance qu'il y a derrière. Et dans le fond, il n'y en a pas d'anthropomorphisation. Il n'y a qu'une mécanique universelle. Voyez-vous? C'est dur à avaler, mais c'est comme ça. On le constate lorsqu'on commence lorsqu'un être commence à s'éveiller le moindrement, il constate dans sa vie de tous les jours à quel point il est automatisé. Voyez-vous? Tout est automatique. Votre corps fonctionne automatique, les plantes, les animaux, etc. Psychiquement, vous fonctionnez automatiquement. Ça, c'est une autre histoire, par exemple. C'est encore plus difficile à avaler. Mais l'homme... L'être humain fonctionne de façon automatique, psychiquement, physiquement, à tous les niveaux, sur tous les plans. C'est ça le problème, d'ailleurs, dans un sens, parce qu'il n'en a pas conscience. Alors, la création des dogmes part de cette réalité-là, de fond. Voyez-vous? Donc, il perçoit intuitivement une force, mais il ne peut pas la définir, sans l'anthropomorphiser, sans la personnaliser. C'est ça le problème des dogmes, c'est que l'être humain doit sécuriser, il se sécurise justement à travers les dogmes, ça devient de la vérité, donc il polarise, c'est évident, et lorsque c'est extrêmement polarisé, ça donne les guerres, ça donne les prises de bec, ça donne
les confrontations et l'absence de communication, finalement, la brisure dans la communication, dans la diplomatie. Lorsque la diplomatie ne fonctionne plus, c'est la guerre, ou près de la guerre. C'est pas loin de la guerre. Voyons. Alors, derrière tout ça, il y a la réalité systémique. Mais ça, c'est un point de vue scientifique. C'est pas un point de vue ésotérique, ni spirituel, ni psychologique. Voyez-vous? C'est une réalité. C'est la résultante d'une observation vibratoire, justement. Alors, tant que l'homme ne pourra pas observer vibratoirement, il ne pourra pas observer la mécanique en lui. Il va pouvoir l'intuiter, mais il va l'interpréter. Puis ça va créer ces dogmes-là, ces vérités absolues. Ce qui crée la vérité absolue pour l'homme, la puissance du dogme, c'est la puissance de la mécanique, autrement dit, la puissance de l'univers, ou de la mécanique vibratoire universelle. C'est ça qui crée la force. Il la sent, il la vit, il est dedans. Voyez-vous? C'est ça le problème. L'ignorance. C'est cette force qui pousse. Pardon? C'est cette force qui pousse les gens à être totalement convaincus. On a l'impression aussi que les gourous, par exemple, ils sentent quelque chose en eux, ils rentrent parfois dans un état de transe. C'est lié aux lois du système, justement? Oui, il intuite le système. Mais aussitôt qu'ils personnalisent, s'imaginent des choses, en fonction de leur conscience involutive, finalement, à ce moment-là, ça crée une autre religion. Ou une secte. Voilà. Une croyance. C'est pas une affaire de croire, c'est une affaire de réaliser. Pas pareil. De constater. Une secte, c'est la croyance. Il y a toujours la croyance. Voyez-vous? C'est ça qui crée la secte. C'est sectaire, c'est fermé. Autrement dit, on a la vérité, c'est tout. Tandis qu'une personne qui s'éveille, qui parle, comme moi par exemple, pas une question de vérité ou de mensonge, quoi que ce soit. C'est une question de réalité. C'est tout. Je décris la réalité le mieux que je peux. S'il y a des gens, des individus qui sont prêts à absorber cette réalité-là, dans le sens que ça a du sens pour eux, à ce moment-là, ils peuvent commencer à évoluer. Le problème, c'est l'hermétisme psychologique. À travers justement les dogmes de toutes sortes. Il n'y a pas seulement des dogmes religieux. Là. Alors, si un individu n'est pas en contact avec cette réalité-là, à ce moment-là, il ne peut pas s'en sortir parce qu'il la nourrit constamment. C'est un cercle vicieux. La façon qu'il parle, la façon qu'il observe. Alors, c'est ce qui le maintient dans sa condition évolutive. La désinformation qui se crée et tout le reste. Donc il y a l'individu, il va y avoir donc le leader charismatique, il va y avoir le gourou qui va intuiter, qui va sentir le système. Mais qu'est-ce qui va expliquer que d'autres personnes vont être magnétisées par ce gourou, qui vont le suivre jusqu'à même être prêts à combattre pour cette idée? Qu'est-ce qui explique ça? Ah, ok. C'est l'insécurité que chaque individu vit. Il veut une solution à cette insécurité-là. Ce qui a créé la conscience psychologique, c'est l'insécurité, c'est la survie. C'est le besoin de survivre. Le besoin de savoir pourquoi on se sent en état de survie, etc. Pour un oui et un non, là, à un moment donné. Ça crée, ça construit la capacité intellectuelle. Si la personne, le penseur, si vous voulez, il essaie à figurer son insécurité. Pourquoi, etc. La psychologie moderne, c'est ça. Les religions, c'est ça. Ça donne une solution
une vérité, justement. Le problème, c'est la vérité, c'est que c'est polarisé. Le problème, c'est que c'est anthropomorphisé. C'est des contes d'enfants, là. Lorsque les gens croient ça, c'est infantile. Ils le voient pas comme ça, mais c'est très infantilisé. Comme un enfant, par exemple, qui est seul, qui va créer un compagnon imaginaire. C'est la même chose. Ils ont besoin d'un être supérieur qui manie tout. Le grand Manitou, justement. Qui peut changer, qui peut altérer, qui peut faire n'importe quoi, qui peut altérer leur vie. Ils vont prier le grand Manitou pour altérer leur vie, leur souffrance, etc. Alors lorsqu'on est rendu là, tu sais s'en sortir. Parce que ça réussit jusqu'à un certain point à cause de l'effet placebo. Plus une personne croit, plus l'effet placebo se manifeste. Voyez-vous le problème, là? Que si la personne prie une entité quelconque, comme Dieu, etc., Jésus-Christ, etc., à ce moment-là, ça a un effet sur lui. Mais il ne connaît pas la mécanique. Bon. Il croit que c'est un miracle, etc., parce qu'il a prié. Mais il est tellement dans la croyance que l'effet placebo se manifeste. C'est éprouvé scientifiquement, ça. Au laboratoire. Alors les gens vont suivre par insécurité, quelque part. Ils ont besoin de se sécuriser, ils ont besoin de... S'ils croient que la personne a une porte de sortie à la souffrance, ben là, ils vont suivre. Normal. Le problème, c'est que il y a des petites portes, puis il y a des grandes portes, puis il y a toutes sortes de portes. C'est ça le problème. Toutes sortes de formes. Puis les gens en mangent de la forme. Il faut qu'il y ait une forme. S'il y a une forme spirituelle, ben là, ça va. S'il n'y a pas de forme spirituelle, c'est plus dur à avaler. Et c'est ça où il y a une sorte de paradoxe assez intéressant. C'est-à-dire que des personnes vont suivre une idéologie par insécurité, si on résume, mais ils vont être prêts à aller jusqu'à l'anéantissement. C'est-à-dire qu'ils vont risquer leur vie, on pense pas au combat. Et c'est assez paradoxal, parce que quelque part, on va suivre quelqu'un parce qu'on veut maintenir sa survie, et on va risquer sa survie pour un dogme. C'est ça qui est assez paradoxal. C'est plein de paradoxes là-dedans. Là. C'est ça. C'est à cause justement de l'insécurité, à cause de la croyance. Voyez-vous? Ils vont défendre mordicus l'idéologie. Voyez-vous? Parce que pour eux, c'est une affaire de vie ou de mort. C'est extrêmement important pour eux. C'est normal, dans un sens. Ils ont besoin de bien survivre. Voyez-vous? Mais le problème, c'est que ça crée ce que ça crée. Ça crée des guerres, ça crée des différends, etc. Voyez-vous? Des formes différentes. Tandis qu'au niveau de la réalité vibratoire, il n'y a pas de dogme comme tel. Voyez-vous? Il y a une réalité, c'est tout. Tout le monde peut la vérifier. C'est scientifique. Si vous pouvez la vérifier, moi je peux la vérifier, un autre peut la vérifier, à ce moment-là, ça devient scientifique. Vous êtes dans votre propre laboratoire. C'est pas une croyance. Ça peut l'être, ça dépend de l'individu, mais rendu à un certain point, c'est pas une croyance, c'est une constatation scientifique. Voyez-vous? Si vous répétez l'expérience, c'est toujours la même chose, ça devient évident, là. Lorsqu'on vous explique la mécanique, puis là, vous commencez à voir, ah ouais, ok, ouais, c'est ça, ouais. Je suis en train de vivre une émotion, là. T'sais. Et plus un individu est avancé dans le processus, ben, plus il y a de distance. Plus il commence à avoir une distance entre lui, en tant que personne, et la programmation, ou ses automatismes. Alors, il commence à les voir
après coup ou pendant, mais sans pouvoir rien faire. C'est tellement puissant, les automatismes, que tant qu'il ne peut pas les contrecarrer en temps réel, il est en train de vivre l'émotion et il s'observe vivre l'émotion. Comme un rêve. Si vous éveillez dans le rêve, vous avez conscience que vous rêvez un peu, là. Vous pouvez intervenir dans un rêve. À ce moment-là, c'est un peu la même chose, il y a une distance. D'ailleurs, les gens qui s'éveillent, s'éveillent dans les rêves, dans le sens que c'est pas qu'ils sont éveillés comme tels, voyez-vous? C'est qu'ils peuvent intervenir de la même façon qu'ils interviennent en état d'éveil. Ils peuvent intervenir dans le rêve. Oui, ce qu'on appelle les rêves lucides. Ouais, mais j'appellerais pas ça un rêve lucide. Les gens vont parler du rêve lucide comme s'ils étaient éveillés dans le rêve et ils se voient rêver. Ils savent que c'est pas un rêve, etc. C'est pas ça que je parle. Je parle d'être en mesure d'intervenir dans le rêve. De la même façon qu'un individu intervient en état de veille. Voyez-vous? En temps réel. C'est ça qui arrive. Plus une personne s'éveille, plus est avancé le processus, plus ça a une incidence dans le rêve. Dans le sens qu'il va être en mesure d'observer de la même façon la mécanique, par exemple, dans le rêve. Sans savoir qu'il rêve. D'accord, ok, c'est ça la différence avec le rêve lucide, c'est qu'il Ouais. n'est pas conscient qu'il rêve, Non. et il va dire qu'il a le même mécanisme que ce Il y a le soit. même mécanisme, il y a la même Ok. capacité. Ouais. Ok. Pour moi, c'est ça le rêve éveillé. La personne est éveillée dans le rêve, dans le sens qu'elle est en état de conscience vibratoire dans le rêve. C'est pas évident, là. Juste un peu avant, là, vous avez parlé d'un phénomène où, voilà, quand quelqu'un, parfois, il va y avoir une espèce de distance qui va se créer entre voilà l'événement, l'émotion, et ça fait penser effectivement qu'il y a des personnes ayant subi des chocs psychologiques ou physiques ou bien les deux extrêmement intenses. Ils parlent de cet effet-là, ils parlent d'un effet de dépersonnalisation. C'est-à-dire comme s'ils voyaient ce qui se passait, comme si c'était un film, comme si c'était pas eux qui subissaient ça. Bon, Donc, il peut y avoir dans l'ordre moment violent. C'est quoi alors ce phénomène-là, de dépersonnalisation? C'est un phénomène justement de distance, mais comme pas artificiel, mais à cause du choc. Voyez-vous? Une personne qui vit le processus d'éveil va vivre ça, la même chose, mais graduellement. Une personne qui a un choc, accident, whatever, ou mort imminente, et la personne meurt, les signes vitaux arrêtent pendant 5 minutes, 10 minutes, il va vivre le même choc et la même séparation. Voyez-vous? Alors, il vit, à ce moment-là, il regarde à partir de sa personne. Mais il n'y a pas l'expérience de sa personne. Voyez-vous? Il y a l'expérience de sa personnalité, donc de ses programmes, etc. Donc, c'est un choc pour lui d'être séparé de sa personnalité, genre de sa programmation. Voyez-vous? Et là, à ce moment-là, il observe d'une autre façon. Mais vu qu'il n'y a pas d'expérience, ben, il peut interpréter ça de toutes sortes de façons, là. Spirituelles, justement. Voyez-vous? C'est intéressant, on a l'impression qu'il faut un choc d'une extrême violence pour qu'il y ait une sorte d'analyse multidimensionnelle forcée, quoi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, lors des NDE, lors des chocs, boum, il y a quelque chose. Ouais, mais le problème, c'est que la personne n'est pas au courant, n'a pas conscience de la mécanique. Alors, à ce moment-là, il va interpréter de toutes sortes de façons. Il interprète à la suite, lorsqu'il revient. Voyez-vous? Pendant, ben là, il observe, il subit. Voyez-vous? Parce que c'est nouveau. Pourquoi ce phénomène, alors? Pourquoi ce phénomène? Parce que c'est la réalité. La réalité fondamentale de l'être humain, c'est sa personne. Voyez-vous? Sans l'influence, si vous voulez, d'une programmation évolutive. Si l'individu était né dans une famille éveillée, par exemple, bon ben, il serait dans sa personne. Beaucoup plus que beaucoup plus qu'être assujetti à des programmes nuisibles. Voyez-vous? Il y aurait moins de programmes nuisibles pour lui.
Donc, il souffrirait moins. Donc, s'il vivrait cet état-là, ben, ça serait familier avec lui. Là. Il ne vivrait pas le choc de la séparation. Tu sais, il y a le choc de l'accident ou whatever, mais il y a le choc de la séparation entre la personne et la personnalité. Voyez-vous? Moi, j'ai parlé à plusieurs personnes qui avaient vécu des expériences d'arrêt cardiaque, etc. Là. De mort imminente. Mort imminente. Et je leur décrivais ce qu'ils avaient vécu dans un sens, pas dans la forme, mais dans la mécanique. Puis ils disaient, c'est exactement ça. Eux-mêmes ne savaient pas ce qu'ils avaient vécu. Puis là, je leur décrivais, ah oui. Tu sais? Fait que, à la suite, lorsqu'ils reviennent en conscience, ben là, c'est extraordinaire pour eux. La paix, une grande paix. Ouais, je connais bien, il n'y a pas de programme. moi, assujetti au programme à ce moment-là. Voyez-vous? C'est quand vous revenez que vous interprétez. Voyez-vous? Mais pendant, là, ils flottent, là. Il n'y a plus rien, là, tu sais. Ils n'ont pas d'expérience. Tandis qu'une personne qui vivrait ça, qui est suffisamment éveillée, ben, elle sait ce qui se passe. Elle ne vit pas, le même sorte de choc. C'est un choc de conscience, dans le fond. Tu sais, il y a le choc physique, évident, là, mais ça, c'est un choc de conscience. C'est l'amalgame des deux, en fait. La personne peut interpréter ou réagir émotionnellement par rapport à ça. Ça peut augmenter le choc. Et je pense que vous avez dit le mot, il y a l'interprétation. Cela pour revenir effectivement aux personnes qui sont piégées un peu dans un dogme pour lesquels ils sont leaders ou consommateurs. On imagine que ce genre d'expérience va considérablement renforcer leur dogme. Ah ben si oui, jamais ils n'ont pas une analyse... Ah, c'est évident. Et là, ils interprètent. Ils vont avoir des visions, ils vont avoir tout ça d'affaires. Mais après coup, c'est l'interprétation du no man's land, là, du vide total. Hein? C'est vide pour eux, parce qu'il n'y a pas d'expérience de la personne. Voyez-vous, la personne n'a pas l'expérience consciente. Elle subit la programmation. C'est ça le problème. Et c'est la personne qui a la puissance, qui prête la puissance au programme par inconscience. La preuve, c'est que lorsqu'une personne observe en temps réel les automatismes, la programmation, il n'y a plus d'effet des automatismes. Autrement dit, ça tombe. Pas parce qu'il veut que ça tombe, c'est l'observation qui fait tout le travail, qui transmute l'énergie. Parce que la personne a conscience de la mécanique. Si elle n'a pas conscience de la mécanique, ben à ce moment-là, elle interprète, elle amplifie tout. Là. Elle est sous l'effet inconscient de la programmation. C'est ça la personnalité telle que les êtres humains la vivent aujourd'hui. Une personne éveillée a une personnalité, mais sous son contrôle. Il peut créer sa personnalité, il peut créer, améliorer, peaufiner sa personnalité. C'est quoi la personnalité? Ce sont des habitudes, ce sont des automatismes. On dit de vous, par exemple, bon, ben, Léandre est comme ça, comme ça, comme ça. C'est quoi le comme ça, comme ça? C'est les automatismes que vous avez à vous exprimer, à être créatif, whatever. Hein? On va vous qualifier comme ça, parce qu'on observe vos qualités ou vos défauts. C'est ça votre personnalité. Vos défauts sont les programmes qui sont pas ajustés à la réalité systémique. Vos qualités, c'est des programmes qui sont un peu plus ajustés, mais quand même inconscients. Le problème, c'est l'inconscience de tout ça.
l'incapacité à intervenir. Lorsque les gens disent c'est plus fort que moi, c'est ça qu'ils veulent dire. Ils ne savent pas, mais c'est ça qu'ils veulent dire. Ce sont les automatismes qui sont plus forts qu'eux. C'est très puissant l'automatisme lorsque l'individu n'en a pas conscience. Parce qu'il s'identifie à ça. Il prête sa puissance. Pardon? Oui, c'est ça, c'est justement là où je voulais revenir. Vous avez dit quelque chose, effectivement, c'est on prête inconsciemment notre puissance au programme. Oui. Aux automatismes. Ouais. Ouais. Un peu auparavant, quand on parlait effectivement des dogmes, des gourous, etc., vous avez comparé ça avec l'approche scientifique qui est celle de la vérification. Et je repensais un peu aux grands dogmatiques ou dogmatismes. C'est beaucoup de gens qui se sont appuyés, qui ont écrit des bouquins, que ce soit tous les corps de pensée, hein, communisme, socialisme, même le nazisme, et on a l'impression que ces personnes-là ont été bloquées dans une approche dogmatique qui est toujours théorique, en dehors du terrain. C'est-à-dire que je me rappelle que Lénine avait fait une citation. Il avait dit les faits sont têtus. C'est-à-dire qu'il avait écrit un bouquin, il avait une vision du monde, là il est constaté les faits autour de lui. Qu'est-ce qui explique que les dogmatiques refusent la réalité ou la dégagent et font primer leur théorie? C'est parce qu'ils regardent la réalité de façon psychologique. Ils croient qu'ils peuvent inventer la réalité. C'est ça le problème psychologique. Regardez comme vous voulez, là, mais c'est ça le problème. L'être humain croit qu'il peut inventer, autrement dit, s'inventer une réalité. Quand la réalité vibratoire, la réalité systémique est là depuis toujours et on la subit totalement. Allez-vous? Qu'on soit éveillé ou pas, c'est comme ça que ça marche. On essaie de constater ça. Et le problème, c'est que les gens n'en ont pas conscience de ça. Allez-vous? Fait que, ils s'inventent des théories, ils s'inventent une réalité. Ils croient à Lénine, par exemple, okay? Toute l'affaire du communisme, etc. C'est l'idéologie, c'est de la philosophie. Mais là, la pratique, pendant tant d'années, ça a donné tout ce que ça a donné. Hein? Allez-vous? Des millions de morts. Millions. Au nom du dogme communiste. Voyez-vous, là? Au niveau des religions, c'est la même chose. Lorsque le problème de l'homme, c'est qu'il veut toujours s'inventer la réalité. Il veut toujours l'inventer. Il se pense assez intelligent pour l'inventer. Pourquoi? Parce que il croit que sa conscience psychologique, c'est le nec plus ultra. Voyez-vous, là? Il y en a qui sont intelligents, mais ils se pensent plus intelligents qu'ils sont. Dans le sens qu'ils ne sont pas connectés à la réalité de la vie, de la nature, du système. C'est le système. Bon. Les gens parlent de « Ah, j'ai reçu de l'information, bababi, bababa, tu sais, du double, whatever. » Hein? Ils reçoivent de l'information. Je suis comme un radio, je reçois de l'information. Non, on ne reçoit pas d'information. Pas de même que ça marche. Si on est en mesure d'observer, on va chercher l'information. L'information est déjà là. Voyez-vous? Autrement dit, la réalité du système, de l'univers, est déjà là. En science, ce qu'ils font, ils ne s'inventent pas une réalité, ou ils essaient des fois, mais ils investiguent. Ils observent. Puis lorsqu'ils font des expériences physiques ou mathématiques, etc., puis là, mais même avec les expériences mathématiques, il faut qu'ils prouvent physiquement. Allez-vous?
Comme la théorie d'Einstein au niveau de la lumière a été prouvée en 1919, il l'a sorti en 1906, je crois. Voyez-vous? Ils ont pu la vérifier physiquement. Voyez-vous? S'il n'y a pas de vérification, ça vaut pas grand-chose. Donc, c'est l'approche scientifique qui est importante. Sans ça, autrement dit, pour les scientifiques, l'information est là. Il faut qu'ils aient les appareils ou les expériences pour la constater. Voyez-vous ce que je veux dire? Tu sais, la vitesse de la lumière ou quelque chose d'autre est déjà là. Ça fait partie de l'univers, ça fait partie des lois de l'univers. Voyez-vous? Si l'homme dit, par exemple, bon ben, on ne peut pas aller plus rapidement que la vitesse de la lumière, ça s'est vérifié, ça, là. En ça, il y a peut-être quelque chose qui va encore plus rapide, qui est encore plus rapide que ça. Ou autre chose. Voyez-vous? Où on s'imagine cette chose-là. Voyez-vous? On peut pas, on peut peut-être fabriquer des appareils ou qui peuvent aller à vitesse de la lumière ou encore plus. Voyez-vous? Qui sait? Mais c'est pas nécessairement dans un appareil, puis là, il y a une poussée à travers une fusée ou whatever. Ça peut être tout simplement de la téléportation ou quelque chose du genre. Voyez-vous? Si vous êtes téléporté d'une planète à un autre ou d'un système solaire à un autre, par exemple, supposons, ben, ça va plus vite que la vitesse de lumière, ça. Voyez-vous? C'est instantané. Ça devrait, en tout cas. Vous avez dit juste avant, c'était intéressant, ça permet de parler un peu du magnétisme des leaders. Dire en fait que l'information, elle est là. Et oui. Qu'il n'y a pas une personne qui va la recevoir et pas une autre. Mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de fascination, donc encore une fois de magnétisme, où les gens, en fin de compte, ils vont pas se dire « Ah ben l'information elle est là, j'ai juste à vérifier, j'ai juste à y aller, à essayer d'avoir une analyse un peu objective. » Ils vont toujours se dire « Non, lui a raison, ce leader a raison, ou lui il reçoit l'information du dos. » Qu'est-ce qui explique que, alors qu'elle est là l'information, il y a une sorte de démocratisation de base de cette espèce d'information, mais qu'est-ce qui explique que les gens disent « Non, moi non, non c'est impossible que moi j'ai accès un peu à tout ça, c'est forcément lui, parce que lui il est connecté avec le doux. » Il y a une forme de déresponsabilisation, j'ai l'impression. Il y a une forme de dire « Ah non, mais moi, jamais je pourrais avoir accès à ça. » Qu'est-ce qui explique le fait que les gens ont toujours besoin qu'il y ait une sorte de pionnier, de leader, alors que l'information, elle explique pour moi. OK. Bon, c'est un peu normal, ça. OK? Il y a toujours des individus qui sont plus sensibles, plus évolués, etc., etc. OK? L'égalité, là, oubliez ça. Là. Les gens essaient tu sais, je vais communiquer ou échanger d'égal à égal. Ça n'existe pas, ça. C'est une illusion. C'est une forme de communisme supramental. Fait que, ouais. Non, il y a des gens plus évolués, c'est tout. C'est ceux-là qui vont aider, par exemple, ou permettre aux autres d'évoluer. Voyez-vous? Que ce soit de façon inconsciente ou que ce soit de façon consciente. Autrement dit, vibratoire ou systémique. C'est la même chose, c'est le même processus. Voyez-vous? Alors, ces personnes-là sont des leaders. Bernard, c'est un leader. Moi, je suis un leader. J'ai toujours été comme ça. Bernard a toujours été comme ça. Fait qu'il s'agit qu'il se concentre à une place, puis là, ben, il en parle, puis il découvre, il constate. Voyez-vous? Même si, par exemple, au début, il était dans l'illusion qu'il recevait de l'information. Voyez-vous? À un moment donné, là, quand il parlait de mater les forces, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en mesure d'aller chercher l'information. Il n'y a pas de questions à poser. Il n'y a pas de « ils me disent que ». Voyez-vous? Le système me dit. Voyez-vous? Pas pareil. Dans le sens que
le système a l'information est là. On a le choix de l'observer. C'est une question de qualité d'observation. Voyez-vous? Par exemple, des individus, gourous, whatever, ils ont une qualité d'information supérieure aux autres. Une sensibilité supérieure, etc. aux autres. Voyez-vous? Psychologique, spirituel, d'accord? Mais ils ont plus de sensibilité, donc ils sont capables de capter, si vous voulez, cette information-là, ou observer intuitivement cette information-là, mais ils vont l'interpréter dans le sens, ils vont penser que l'information vient à eux. Voyez-vous l'inconscience, là? Ils croient que l'information vient à eux. Mais dans le fond, l'information est là. C'est juste qu'ils ont plus de sensibilité, mais ils sont tellement inconscients qu'ils croient qu'ils reçoivent des messages. Dangereux, ça, recevoir des messages. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est mettre sa... Comment je dirais ça, non? C'est se mettre en vulnérabilité par rapport à quelque chose d'autre. C'est de la croyance automatique. Voyez-vous, là? Tandis que lorsque c'est nous qui avons développé suffisamment de capacité d'observation, mais là, on parle, ça passe par la parole, c'est évident, dans le sens non seulement par la parole, mais par le contact avec d'autres individus. Voyez-vous? Par exemple, moi, dans les consultations, j'ai contact avec d'autres individus, et ces individus-là, par exemple, vont être bloqués à telle place, ils ont de la difficulté à concevoir les choses. Fait que je suis obligé de parler ou de trouver des façons pour faciliter leur contact avec cette réalité-là. C'est pas évident, là. Fait qu'à ce moment-là, ça me fait explorer, parler de cette mécanique-là de façon de plus en plus subtile. Même ça fonctionne. Moi, je suis déjà connecté à ça. Fait que, à ce moment-là, j'ai seulement à observer plus particulièrement. Voyez-vous? Puis là, ok, je trouve, j'ai l'information, je vais chercher l'information. C'est penser que ça vient tout seul, là. Faites attention à ça. D'une certaine façon, lorsqu'une personne est inconsciente, oui, il y a l'impression que. Voyez-vous? C'est une impression, voyez. Alors, vous avez vu quelque chose d'assez ludique le communisme supramental en parlant effectivement de cette approche d'égalité. Est-ce que l'égalitarisme, c'est un dogme aussi? Oui. Ben oui. L'égalité, ça n'existe pas. La différence, oui. Les différences. Différence entre l'homme et la femme. L'homme a des qualités supérieures, la femme a des qualités supérieures à l'homme, etc. Dans certains domaines. C'est pas une question d'être égal à l'homme, ou l'homme être égal à la femme. L'homme ne sera jamais égal à la femme. Il n'y a pas les capacités que la femme a. Et vice-versa. Il n'y a pas la vibration. Voyez-vous? Le corps de l'homme, le mental de l'homme est totalement différent. Lorsque l'énergie passe dans le corps de l'homme, dans le mental de l'homme, il vit la vie, l'énergie d'une façon totalement différente. Il émet. Sa vibration, c'est plus facile pour lui d'émettre. Il y a de la difficulté à absorber. Alors, remarquez, les femmes, ils vont dire aux hommes, ils n'écoutent pas. C'est normal. Ils n'écoutent pas, ils sont toujours en train de dire quelque chose. Voyez-vous? Ils vont... Parce qu'ils veulent dominer aussi. Voyez-vous? Et ils sont c'est émettre. Le corps est fait comme ça.
La femme, son corps, il fait différemment. Elle a la qualité, la vibration d'absorber à la base. Voyez-vous? Elle absorbe ses enfants, elle absorbe la maison. C'est une gérante naturelle, la femme. L'homme, c'est autre chose. Il va créer quelque chose, la femme va gérer la femme. Meilleur gérant, si vous voulez faire gérer une business, une femme, mieux qu'un homme. Un homme va rentrer en compétition avec vous. Vous allez dire quelque chose, par exemple, de changer quelque chose, il va vous contester. Allez-vous? Oui. Naturellement, pas parce que. Puis s'il y a une personnalité en conséquence, bien là, ça va clasher. Tandis qu'une femme, elle peut vous contester un peu, mais pas jamais comme un homme. Puis elle va être capable d'absorber la business, les employés. Pareil comme elle englobe une maison. Qui sont mes chaussettes? Elle sait, elle, qui sont tes chaussettes. Le gars, il ne sait pas. Il n'englobe pas la maison. Alors? Il n'englobe pas les enfants, comme la femme le fait. Et vous voyez ces espèces de différences comme ça, qui sont pour la plupart du temps vérifiables, ou moins observables empiriquement. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on parlait de dogme du passé, mais c'est ça qu'aujourd'hui, il y a un énorme dogme qui est celui de l'égalitarisme, il n'y a pas de différence. Ça vient d'où, cette espèce de volonté absolue aujourd'hui de gommer toutes les différences. Aujourd'hui, vous le savez, il y a une volonté de vouloir gommer la différence entre un homme et une femme, même la notion, on parle effectivement de genre. En fait, aujourd'hui, on veut tout gommer. On veut gommer tout ce qui est de l'ordre de la granularité, tout ce qui est de l'ordre de l'aspérité. On veut que tout soit tout pareil et qu'on nie ces différences. D'où ça vient, cette volonté absolue de vouloir nier ces différences, du coup? Ça vient de la faiblesse de la conscience psychologique des gens. Autrement dit, l'impuissance créative, par exemple. Une personne qui est créative n'a pas besoin d'être égale avec les autres. Il ne pense même pas à ça. Il manifeste. Voyez-vous? Personne qui est le moindrement équilibré, là, il n'a pas besoin d'être égal aux autres. Il est déjà supérieur aux autres. C'est pas un affaire de supériorité, là, mais il est déjà supérieur à travers ses actions, ses qualités. Voyez-vous? Mais ceux qui sont pas en mesure de vivre la même chose, ben là, ils veulent être égaux à l'autre. Voyez-vous, là? Fait que c'est une question de dévalo. Les autres, ils sont tellement en dévalo là, qu'ils veulent que les autres, ceux qui sont plus en mesure, qui ne sont pas en dévalo autant, si vous voulez, bon ben, question aussi de quelqu'un qui peut pas défendre son point de vue, OK? Va vouloir justement l'égalité, va vouloir un échange, on échange ensemble, etc. Voyez-vous? Mais dans l'échange, il n'y a pas d'égalité. Il y a toujours un qui est plus évolué que l'autre. Que ce soit comme ça ou comme ça. Il n'y a pas d'égalité. Un donne à l'autre. Et l'autre prend. Pour qu'il y ait un échange, il faut que celui qui donne reçoive quelque chose. Sans ça, c'est toujours le plus faible qui reçoit. Voyez-vous? On regarde comme ça, le plus fort qui donne. Il n'y a pas d'égalité là-dedans. Voyez-vous? L'autre, il se fait vampiriser. Là. Dans le sens, ça devrait être gratuit, là, parce que on est égal. On est des êtres humains.
Vous travaillez pour rien. Ah là, c'est pas pareil. Voyez-vous? Ils veulent être rémunérés. Ça va être les premiers à chialer parce qu'ils font passer de l'heure, etc. Ils ne sont pas bien rémunérés. Il faut tenir compte de la qualité dans l'échange. Qu'est-ce que l'autre apporte, qu'est-ce que... etc. Vous apporte. Donc oui, donc c'est de l'impuissance, c'est de la frustration, c'est Ouais. Je ne suis pas capable, quelque part, si j'ai bien compris, d'atteindre ce niveau où je constate une différenciation qui m'est insupportable, par frustration, non, je veux rabaisser l'autre, je veux tirer l'autre au même niveau. Ouais. Ben, c'est ça que les gens font en général. Le communisme, c'est ça. Regardez ce que ça a donné. Pourquoi ça s'est effondré? Ça tuait la créativité. Les gens n'ont pas besoin d'être créatifs, se forcer le derrière. Le gouvernement prenait soin de tout. Ils ont fait faillite, par exemple. Allô? Fait que ça tuait la créativité des gens. Vous avez dit qu'il y avait toujours ce rapport d'une personne dans un échange qui va être plus évoluée par rapport à une autre. Qu'est-ce que vous entendez par plus évoluée du coup? Ben, dans le sens qu'une personne va apporter plus, il y a plus d'expérience, whatever. Si vous apprenez quelque chose de quelqu'un, piano, menuiserie, n'importe quoi, vous n'apprendrez pas de quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Vous allez aller trouver quelqu'un qui a de l'expérience pour vous montrer comment scier, comment fabriquer un meuble, etc. Ça va aller plus vite. Vous allez l'apprendre par vous-même, ça va prendre bien du temps. Mais l'autre personne ayant l'expérience, ben, vous profitez de son expérience. Vous allez à l'école. Voyez-vous? Donc, il faut que ça soit rémunéré, ça. Voyez-vous? Sans ça, c'est pas intelligent. Fait que, c'est ça. Communiste supplémentaire. C'est vrai que quand on y réfléchit à la lumière de ce qu'on a évoqué avant, on a vraiment l'impression de toute manière que dans la plupart des interactions que peut avoir un être humain avec le monde qui l'entoure, il y a toujours une asymétrie. C'est-à-dire vous allez acheter un bien, si vous n'êtes pas capable de produire ou vous ne savez pas le faire, à la boulangerie, dans n'importe quel magasin, quand vous voulez prendre des cours, bah, il y a quelqu'un qui a quelque chose de plus que vous n'avez pas, vous n'êtes pas capable de faire. Cette asymétrie, en fait, elle fait partie de la vie, en fait. Cette asymétrie. Ouais. Vous profitez des qualités de l'autre personne. Hein, du boulanger, par exemple. Vous n'êtes pas capable de faire du pain comme il fait, ou des gâteaux, ou whatever, des pâtisseries. Tu sais, c'est une spécialité, là. L'échange, c'est justement, il faut tenir compte que... Tu sais? Si vous arrivez avec quelque chose qu'il n'y a pas besoin, puis vous voulez l'échanger contre un gâteau, et ça ne marchera pas, là. Voyez-vous? C'est ça que les gens vivent, dans le fond, là. C'est ridicule, mais c'est comme ça. Parce qu'ils se croient intelligents, là. Ils se croient éveillés, whatever. Parce qu'ils ont des connaissances. C'est ça que ça fait l'éveil psychologique, plus ou moins, là, psychologique. Voyez-vous? Les gens se croient intelligents, ils se croient éveillés, ils se croient... Ils sont pas capables de l'appliquer, mais pas grave. C'est dans l'application que ça se vérifie, là. Pas dans la théorie et la philosophie là, supramentale là, ou la spiritualité. Voyez-vous? Il faut le mettre en pratique, cette affaire-là. Mais si les gens sont dans l'ésotérisme ou dans la spiritualité supramentale, oubliez ça, la mise en pratique. Là. Ils ont bien de la difficulté. Comment se fait, ça ne marche pas. Hein? C'est vrai que ouais, un dogme, c'est effectivement c'est rester coincé et être constamment dans la non-vérification, quelque part. Un dogme ne peut pas exister si jamais il y a une vérification, il va toujours évoluer. Il y a un côté statique dans les idées dogmatiques, en fait. Vous l'évoquez un peu avant, il y a un refus du monde. C'est-à-dire que
c'est vrai que la plupart des idéologies, alors plus du coup du XXe siècle, c'est on va changer le monde. Ouais. Un refus total, c'est que ce monde-là ne m'intéresse pas, ces lois ne m'intéressent pas. Le terme, c'est on fait table rase du passé. C'est-à-dire, toutes les lois, ça ne nous intéresse pas, et nous, on va changer le monde. Il y a un côté, il y a un refus, pareil. Ouais. Dans l'égalitarisme à outrance, il y a un refus de la réalité. Ouais. Dans le dogmatisme, il y a aussi un refus total de cette même réalité, du coup. Ouais. C'est normal jusqu'à un certain point, ok, le refus, là, je le quitte, mais c'est comment créer, comment changer ce monde-là. Premièrement, vouloir changer le monde, là, vous tombez en mission, là. T'sais, oubliez ça, là. Ça se fait pas comme ça. C'est se changer soi-même qui va finir par faire des petits, là. Voyez-vous? C'est individuel. C'est pas collectif. Voyez-vous? Ça va, il va y avoir de plus en plus de gens, d'individus éveillés, éveillés à la réalité systémique, au fur et à mesure que, justement, de façon individuelle, pas de façon collective. Tout ce qui est collectif, c'est du domaine de la croyance. Les gens, si les gens arrivent en masse, c'est de la croyance. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait une expérience individuelle de vérification. Ça prend du temps. Voyez-vous? Sans ça, c'est populaire. Bon, ça a du bon sens, mais là, ils croient quand même. Que ce soit n'importe quoi. Voyez-vous? Même si on parle de la réalité là, à 100%, si les gens vivent ça de même, avec un enthousiasme, et ils croient, ils vont créer un dogme. Ils vont créer un gourou. Bernard, c'en est l'exemple parfait de la création d'un gourou. Les gens le gourouisent. Voyez-vous? C'est pas Bernard qui est important, c'est ce qu'il parlait, le message qui est important. C'est pas moi qui est important, c'est le message, c'est ce que ça fait chez moi, chez vous, chez tout le monde qui sont en contact avec cette réalité-là. C'est ça qui est important. C'est l'harmonie que ça va créer. Voyez-vous? Ou que ça peut créer. La paix que ça peut amener individuellement et collectivement éventuellement. Voyez-vous? Mais au début, ce ne sera pas un collectif énorme. Voyez-vous? C'est évident que les personnes qui s'éveillent vibratoirement, ils veulent côtoyer créativement des gens qui s'éveillent, qui sont éveillés vibratoirement, c'est évident. Il y a moins de problèmes à canaliser leur énergie créative. Regardez dans la vie comment c'est, que moindrement une personne qui est créative, il se bloque. Ça bloque. Pourquoi ça bloque avec d'autres individus? Parce que les individus fonctionnent de façon psychologique. Ils sont pas aussi intuitifs, ça prend de l'intuition, ça prend une sensibilité pour créer, pour avoir des visions de. Voyez-vous? Puis si on parle à d'autres personnes, ben là, ça bloque. Ou les gens ne s'impliquent pas, ou ils s'impliquent quand vous leur vendez l'idée, mais à part ça, ils se décomptent. Voyez-vous? Il n'y a pas d'individualité, il n'y a pas de créativité personnelle, individuelle, suffisante. Pas suffisamment de conscience. Voyez-vous? De quoi? De la mécanique, de la réalité vibratoire, comment ça fonctionne. Facile de fonctionner avec des gens qui sont éveillés à la même réalité. Voyez-vous le parallèle? Voyez-vous le parallèle entre ce que je viens de dire et la religion? Voyez-vous? Les gens, c'est une façon de vivre la même chose, mais de façon psychologique. À travers les dogmes, justement. À travers la croyance. Voyez-vous la mécanique, là, similaire? C'est de même que ça marche. Que les gens, lorsqu'ils ne sont pas éveillés vibratoirement, ils le vivent quand même, le font, la mécanique,
mais il l'interprète, ça donne ce que ça donne. Il frappe un mur, à un moment donné. Ça donne des anomalies de toutes sortes. Des guerres, des problèmes d'idéologie, etc. C'est ça. C'est le même phénomène, mais dans un cas, il va y avoir une interprétation psychologique qui va se traduire par tous les déboires. C'est ça, puis c'est collectif. Tandis que là, c'est individuel, pas pareil. Chaque individu a vérifié, a vécu un processus particulier. Voyez-vous? Il est plugué à la même place. Et ce n'est pas du domaine de la croyance, c'est du domaine d'une expérience individuelle. Autrement dit, d'observation. Donc, c'est une science. C'est scientifique. Pas pareil. Tandis que l'autre, c'est la croyance. Ça devient de la religion. Voilà. L'anthétisation, etc. Tout y passe. Oui, il va y avoir un groupe de personnes, et de l'autre côté, il va y avoir un groupe de personnalités magnétisées par un individu. C'est ça, ouais. D'un côté, il y a de l'inconscience, de l'autre côté, il y a de la conscience. Il y a du respect de... Une fois qu'une personne est éveillée, il ne peut pas faire n'importe quoi. Allez-vous? Il ne peut pas dire n'importe quoi. Allez-vous? C'est-à-dire, du coup? Mais dans le sens que l'autre personne étant éveillée, ayant son point de vue à travers sa vibration, ben là, si vous dites quelque chose qui n'est pas ajusté, ou moins ajusté, ben l'autre personne, elle va réagir à ça, puis elle va ajuster, c'est en mesure de le voir. Voyez-vous? Je parle à quelqu'un, moi, par exemple, qui dit quelque chose qui n'est pas tout à fait ajusté, ben là, je suis obligé de l'ajuster. Voyez-vous? Sans ça, j'acquiesce à ce qu'il dit. Ça ne fit pas, là. Fait que je vais y expliquer, je vais ajuster. Puis là, s'il réalise, ben là, ok, donc là, il y a une amélioration dans sa perception. Voyez-vous? Et vice-versa. C'est ça l'échange qu'il va y avoir à un moment donné entre les personnes éveillées. Voyez-vous, là? Il va y avoir aussi une créativité, du coup. Oui. Ben, seulement ça, c'est créatif. Dans le sens que un ajuste l'autre, etc. Dans certains domaines, l'autre peut se faire ajuster voyez-vous? Dépendant du domaine, dépendant de la vibration de l'individu. Chaque individu a une vibration particulière, donc il y a une vision peut-être différente, un peu différente de la réalité. Il peut voir des choses que l'autre ne peut pas voir d'emblée, parce qu'il n'y a pas tout à fait... il n'y a pas la même vibration. Mais si l'autre personne lui parle, lui explique son point de vue, son observation, à travers sa vibration, là, ça ajoute quelque chose. Voyez-vous? Moi, je l'ai vécu, ça, avec Bernard, souvent. Vice-versa, là, tu sais. J'arrivais avec un... c'est intéressant, ça. Il prenait ce point de vue-là, puis il l'élaborait. Il s'en servait. Et vice-versa. Si je disais quelque chose, il l'ajustait. Comment ça fonctionne? Il y a un côté très dynamique, justement, ouais. Perpétuer l'évolution. Ouais. C'est ce qui contraste avec le dogme où, attention, non, on doit suivre les lignes du parti, les codes, tel livre, etc. Là, il y a une sorte de... C'est fluide. C'est ça. Constamment. Puis il n'y avait pas d'égalité, là. Dans le sens que je savais que ce qu'il disait, quand il ajustait quelque chose, ben, c'était évident, là. C'était évident qu'il y avait une perception supérieure à la mienne. Voyez-vous ce que je veux dire? Il n'y a pas d'égalité là-dedans. Sans ça, je refuse. Voyez-vous, là? Je me braque. Ça ne marche pas. C'est vrai que qu'on contraste ça aujourd'hui avec une époque très basée sur
l'égalitarisme à outrance, même d'avoir cette posture de se dire, bah, voilà, je suis face à une personne ou à des personnes qui sont dans ce cas de figure, entre guillemets, supérieurs à moi, c'est quelque chose qui contraste tout à fait avec aujourd'hui, où tout le monde doit être parfaitement égaux. Ouais, mais les gens sont pas égaux. Il y en a toujours des personnes qui ont plus d'expérience. T'en n'importe quoi. Fait que, faut profiter de cette expérience-là. Tu sais? Normal. Pour en arriver à développer, justement, autant d'expérience. Tu sais? Sans ça, c'est long. Si on y arrive. Et voilà. Il n'y a pas d'évolution non plus. Parce qu'en fait, si jamais on n'est pas dans une posture d'accepter une asymétrie par rapport à n'importe quel domaine, bah, on ne va pas évoluer. Parce que si jamais on est tous parfaitement égaux dans tous les domaines, en fait, c'est statique, c'est mort. Ouais, exact. Ouais. Ouais. Même des personnes éveillées, c'est comme ça. Chacun, là c'est la vibration de l'individu qui lui permet, comme j'expliquais tout à l'heure, d'observer d'une façon un peu différente ou très différente. La même mécanique. Là. Mais il va y avoir des aspects de ça. En science, c'est exactement ça qui se passe. Vous avez des individus comme Einstein, comme Bohr, comme Heisenberg qui avaient des visions particulières. Heisenberg avait 26 ans. Il n'était pas sûr il avait écrit il avait écrit à Bohr à propos de sa théorie, là, tu sais, comment je ne me rappelle plus comment il appelle ça, en tout cas. La différence quand on observe, par exemple, une particule, on ne peut pas observer sa vitesse, on peut observer seulement sa position. Il y a 26 ans qu'il est arrivé avec ça. Là, ça commençait, là, la mécanique quantique. Puis, avec l'observateur, oui. Ouais, ouais. Fait qu'il a écrit à Bohr, puis Bohr, il a dit, écrit un papier là-dessus. Il ne se sentait pas assez... il doutait de lui-même. Il doutait de sa théorie. Il était seul, là, à arriver avec ça, là. Puis là, Bohr, qui était plus expérimenté, il dit, écrit un papier, il va l'appuyer. C'est exactement ça. Il trouvait ça intéressant. Même ça marche. Collaboration, là. Des scientifiques à ce niveau-là, c'est comme des individus éveillés. Ils sont éveillés à la science. Voyez-vous? Il y a une façon de fonctionner différente des autres. Puis même en science, des fois, il y a la bisbille. Mais à certains niveaux, certains scientifiques, puis ils s'entraident entre eux. Ils ne se compétitionnent pas tout le temps. Ça, c'est l'histoire des dogmes.